Suisse, la grande machine à laver terre du manteau et de la corruption. Suisse, le manteau poli de la corruption, une dissection machiavélienne. Dans le théâtre de la finance et de la diplomatie mondiale, la Suisse se pavane comme parangon de neutralité, de discrétion et d'ordre. Ses sommets enneigés et ses lacs cristallins servent de toile de fond à un mythe soigneusement entretenu, un pays immunisé contre le chaos, la corruption et les vulgarités de la politique. Mais derrière cette façade sereine se cache un royaume du pouvoir silencieux, dont la domination ne repose ni sur les armes ni sur les urnes, mais sur les coffres-forts et les secrets. La Suisse, pour l'œil machiavélien averti, n'est pas le sein neutre de l'Europe, elle est le prince intouchable de la corruption, le maître de l'empire invisible. Son système bancaire est une forteresse du silence, conçue non seulement pour protéger la richesse, mais pour en dissimuler l'origine. Dans un monde où la transparence est exigée des masses mais pratiquée par une élite, les Suisses ont perfectionné l'art du vol institutionnalisé au nom de la discrétion. Les banquiers suisses ne se contentent pas de garder des fortunes, ils sont les conservateurs des secrets les plus sombres du monde, tenant dans leurs livres comptables les péchés des seigneurs de guerre, des oligarques, des despotes, et même des voleurs démocratiquement élus. Ils comprennent une vérité que peu de diplomates osent avouer, le savoir est pouvoir et connaître qui possède quoi, où, et comment cela a été volé, est une arme bien plus redoutable que n'importe quel arsenal. Cela seul les rend intouchables. On ne peut les traduire en justice, car ils détiennent les registres qui pourraient faire tomber des régimes entiers. Même à l'intérieur de ses frontières, le système judiciaire suisse reflète un élitisme profondément enraciné. Un étranger entrant dans un tribunal suisse est comparable à un paysan défiant un noble, l'issue est écrite d'avance. Le mythe de l'état de droit est maintenu pour la galerie, mais en pratique, la balance de la justice est calibrée en faveur des natifs. Malgré son image soigneusement chorégraphiée d'impartialité, la Suisse se comporte comme une république bananière dorée, où la justice n'est pas aveugle, elle détourne simplement le regard. Ses capacités de blanchiment sont inégalées, aucun autre pays ne nettoie l'argent sale avec autant d'efficacité. Comme l'a courageusement souligné le député suisse Jean Ziegler dans son livre La Suisse lave plus blanc, le pays a bâti une économie non seulement sur le chocolat, les montres et le tourisme alpin, mais aussi sur une économie de services clandestine, conçue pour dissimuler et assainir les profits du crime et de la corruption mondiale. Et l'histoire l'a déjà jugé une fois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a servi de coffre-fort discret pour l'or nazi, une grande partie ayant été pillée dans les pays occupés ou extraite des victimes de l'Holocauste. La Banque nationale suisse a acheté cet or en connaissance de cause, maintenant sa neutralité, tout en alimentant silencieusement la machine de guerre nazie. Pire encore, les banques suisses, en particulier l'UBS, ont été impliquées dans l'un des plus honteux scandales financiers du XXe siècle. Après la guerre, des milliers de survivants de la Shoah et leurs descendants ont tenté de récupérer les comptes dormants laissés par leurs proches assassinés. Ils furent accueillis non pas avec compassion, mais avec obstruction bureaucratique, déni et tergiversation. Ce n'est que des décennies plus tard, grâce à un employé d'UBS devenu lanceur d'alerte, que le public apprit comment les banques suisses avaient sciemment retenu ses avoirs, profitant des richesses volées aux Juifs exterminés par les nazis. La vérité était implacable, la Suisse n'était pas un simple coffre passif, elle était un complice actif. Et ce schéma perdure encore aujourd'hui. Les banquiers suisses armés de multiples couches de déni plausible acceptent toujours des milliards de dollars venant des cartels de drogue, des trafiquants d'armes, des kleptocrates et des chefs d'État corrompus. Les fonds affluent des trésors africains effondrés, des empires narco-latino-américains et des oligarchies de l'Est, tous blanchis sous le vernis immaculé de la finance helvétique. Les mécanismes de vérification, les politiques de connaissance du client et les lois anti-blanchiment existent surtout pour soigner l'image internationale. En réalité, l'industrie bancaire suisse prospère justement parce qu'elle refuse de poser les vraies questions. Leur silence est à vendre, et leur coffre reste ouvert tant que l'argent est suffisant et que la curiosité est minime. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est une stratégie. Les Suisses ont compris ce qu'enseignait Machiavel lui-même, le pouvoir ne se conserve pas par la vertu, mais par le contrôle de la perception et la défense impitoyable de l'avantage. La prétendue neutralité suisse n'est pas morale, elle est rentable. La discrétion est devenue une arme, le silence une monnaie. Elle vend un sanctuaire non pas aux persécutés, mais aux persécuteurs. Le génie de la Suisse ne réside ni dans sa force militaire ni dans son influence politique, mais dans sa maîtrise du pouvoir invisible, celui qu'on ne peut ni voter, ni renverser, ni envahir. C'est une forteresse de privilèges, protégée par les criminels même dont elle dissimule les fortunes. En fin de compte, la Suisse peut sembler petite sur la carte, mais dans l'ombre où se négocie le véritable pouvoir, elle est un empire sans frontières.